Nous sommes 10 ans après ce qu'on a appelé les révolutions arabes et il est temps de faire une sorte de bilan. Ce processus qui a commencé il y a 10 ans n'est pas arrivé encore au terme de son histoire. Partout, les sociétés continuent à bouger. Rien ne dit que les choses ne changeront pas dans tel ou tel pays dans les mois ou les années qui viennent. Toute la difficulté lorsqu'on parle du monde arabe, c'est son extrême diversité. Chaque pays, en réalité, a son histoire différente et il est difficile d'avoir un jugement global. Il se passe des choses globales dans le monde arabe, des problèmes démographiques, des questions économiques, des questions culturelles, leur rapport à l'islam. Mais si l'on veut comprendre, il faut vraiment prendre pays par pays, parce que sinon on reste dans des généralités réductrices. On peut séparer le monde arabe en 4 grands types de pays en réalité au regard de ce qui s'est passé dans les révolutions arabes. Il y a le cas de la Tunisie, c'est le grand succès de la révolution arabe, le succès d'un pays qui s'est réellement démocratisé. Il y a les échecs patents des pays qui ont basculé dans la guerre civile, on pense évidemment à la Syrie, à la Libye, on pense au Yémen. Il y a les pays où il y a eu une réaction autoritaire, c'est le cas de l'Égypte, mais pas seulement, ça a été aussi le cas du Bahreïn. Et puis il y a les pays où apparemment il ne s'est rien passé, ou peu de choses, il y a 10 ans, qui n'ont pas été touchés par les révolutions arabes, mais où depuis lors des choses importantes se sont passées et continuent à se passer. Au premier chef, il y a évidemment le cas de l'Algérie, avec ce grand mouvement démocratique, le Hirak, qui s'est déclenché il y a maintenant 2 ans, et le Liban, l'Irak, et aussi des pays plus inattendus, comme l'Arabie Saoudite, où il se passe des choses en profondeur. Donc, si l'on veut avoir une analyse fine, il faut regarder, je crois, pays par pays. La Tunisie est vraiment une réussite. C'est une réussite fragile, d'autant plus fragile que la situation économique et sociale du pays est difficile. Mais il y avait de bons fondamentaux pour permettre cette transition politique vers la démocratie. D'abord, le fait que la Tunisie est un pays relativement homogène. C'est un pays sans minorité. C'est un pays dont toute la population est arabe et musulmane. C'est pas un pays où on va trouver des chiites, des sunnites, où on va trouver des chrétiens, des arabes ou des kurdes. Ils sont arabes, ils sont musulmans, ils sont sunnites. Il y a donc une cohésion nationale qui a empêché des fractures que l'on peut retrouver dans d'autres pays arabes. C'est un pays dans lequel la société civile a joué un rôle extrêmement important. Et notamment, on oublie, je crois d'ailleurs qu'ils ont eu le prix Nobel, un certain nombre d'organisations, dont le grand syndicat, l'UGTT, mais aussi le patronat, mais aussi les organisations d'avocats. Ces gens-là ont su porter une forme de transition démocratique. Et puis, il y a aussi quelque chose qui est intéressant à observer, c'est d'une certaine manière le compromis historique entre les mouvements laïques et les mouvements islamiques. Ils ont réussi à trouver un compromis entre eux, à s'entendre sur le fait de chacun limiter ses ambitions. Donc c'est une vraie leçon pour le monde arabe, mais au-delà du monde arabe, c'est une grande leçon de politique. Le cas tunisien incite à l'optimisme malgré toutes les fragilités économiques et sociales du pays. L'Égypte est effectivement le cas contraire de la Tunisie. C'est le pays où l'ancien régime est revenu au pouvoir par la force, soi-disant en s'appuyant sur un mouvement populaire, en réalité en faisant un coup d'État militaire. C'est un pays où la répression est très dure, où les libertés ne sont pas garanties, et l'ancien régime, c'est-à-dire l'armée en réalité, est revenu au pouvoir et s'y accroche assez fermement. Et l'on voit quand même aujourd'hui un pays qui se trouve être dans une sorte d'impasse politique, même si les Occidentaux et également les Russes
soutiennent le régime en place. Donc effectivement, là, c'est un échec du mouvement révolutionnaire arabe, en partie dû à la capacité de résistance de l'ancien régime, mais sans doute aussi des erreurs commises par le pouvoir des frères musulmans qui manifestement n'étaient pas préparés à l'exercer. C'est un pays où la capacité de compromis est sans doute pas la même qu'en Tunisie. C'est aussi un pays beaucoup plus peuplé, c'est 10 fois la Tunisie. On peut faire le même constat dans le petit émirat de Bahreïn, dans le Golfe, qui se caractérise par le fait que c'est une monarchie sunnite qui règne sur une population majoritairement chiite et que les grands voisins, les grands protecteurs de Bahreïn, l'Arabie Saoudite et les Émirats Arabes Unis, n'ont pas laissé faire une révolution qui aurait normalement, légitimement porté la majorité chiite au pouvoir, donc des chiites jugés proches de l'Iran. Donc là, effectivement, la répression également a été assez dure et c'est un échec de la révolution arabe. On voit 3 pays qui ont absolument sombré dans le chaos à la suite des révolutions arabes. C'est évidemment la Syrie, c'est la Libye, c'est le Yémen. Ce sont des tragédies, des drames humanitaires absolus. En Syrie, on doit être entre 300 et 500 000 morts. Le pays est dévasté. Aucun État ne s'est reconstruit en Libye. Et le Yémen est toujours livré à une guerre sans qu'on voit quelconque issue possible et rapide. Donc effectivement, là, ce sont plus que des échecs, des drames. Est-ce que les interventions étrangères ont contribué à aggraver la situation? Oui, évidemment, mais je dirais qu'elles n'ont qu'un rôle périphérique. Tout le problème vient de ces sociétés elles-mêmes, qui n'ont pas trouvé en elles la capacité à répondre aux défis d'une transition démocratique et qui ont sombré dans la guerre civile. Donc effectivement, viennent se greffer là-dessus des interventions étrangères, mais on l'avait vu par exemple en dehors du monde arabe, en Afghanistan. La guerre civile entre Afghans dure depuis 1978 et des forces étrangères sont appelées par des partis en conflit. C'est ce qu'on voit effectivement en Syrie, c'est ce qu'on voit au Yémen, c'est ce qu'on voit en Libye. Et donc le problème est dans le pays. Il ne faut pas rejeter la responsabilité sur les étrangers. Si les Syriens, les Libyens et les Yéménites étaient capables de s'entendre entre eux, on le saurait. Ce n'est manifestement pas le cas et c'est un drame pour ces nations. Ce qui est frappant dans ce qui s'est passé en 2011, c'est qu'on a parlé de révolution arabe, mais qu'il y a eu en réalité une petite dizaine de pays qui ont été absolument impactés, même si toutes les sociétés civiles ont été touchées par le mouvement. Certains pays majeurs, importants, l'Algérie, le Liban, l'Irak, semblent être passés alors à côté du mouvement des révolutions arabes. Et pourtant, on voit bien que ces sociétés ne sont pas figées. On l'a vu en Algérie, avec le déclenchement plus tard de ce grand mouvement démocratique de protestation contre le maintien au pouvoir du président Bouteflika, ce qu'on appelle en Algérie le Irak. On a vu les choses se mettre en place, se développer. On voit des mouvements du même ordre en Irak. On voit la contestation forte au Liban. On voit au Soudan où la société civile s'est soulevée et est arrivée à une sorte de compromis avec la junte militaire en place. Bref, partout, les sociétés continuent à bouger. Alors, est-ce que ça va déboucher sur des choses? On voit qu'en Algérie, la situation semble assez bloquée, au Liban aussi. Et puis, il y a d'autres pays plus inattendus, je pense à l'Arabie Saoudite. L'Arabie Saoudite, c'est un grand pays, 30 millions d'habitants, dont 20 millions de Saoudiens et un tiers d'étrangers. Et on voit bien que là aussi, il se passe des choses. Alors, il n'y a pas eu de manifestation populaire. C'est un régime extrêmement autoritaire. Il n'y a pas d'élection, comme dans les autres pays du Golfe. Ce sont des monarchies absolues. Mais on a bien vu que depuis 2011, d'abord, le pouvoir saoudien a eu très peur et a versé des centaines de milliards de dollars à sa population pour calmer le jeu au moment de la révolution arabe. Et puis, il y a eu l'arrivée au pouvoir de ce jeune prince, Mohammed Ben Salman, qui veut moderniser le pays parce qu'il sait bien qu'il ne
peut pas en rester là. Cette société où il y a une jeunesse très nombreuse ne supporte pas le statu quo. Donc il veut faire bouger les choses, mais il veut les faire bouger tout en maintenant un régime extrêmement autoritaire. On pourrait parler d'une forme de despotisme éclairé. On voit également des mouvements de protestation assez importants dans un grand pays musulman, l'Iran, qui n'est pas un pays arabe, mais on a vu aussi des choses bouger. Donc tout ce monde-là, on peut dire que la situation n'est pas stabilisée. L'ordre règne, parfois, dans certains pays, un ordre militaire et policier, mais ça ne veut pas dire que parce que l'ordre règne, comme il a régné jadis à Varsovie, selon une formule célèbre, la stabilité politique est garantie et que nous ne sommes pas à l'abri de nouvelles secousses, démocratiques dans le monde arabe, 10 ans après les premières en 2011.